Je m'appelle Ati Garza, et je suis une spécialiste de 27 ans, dans l'armée des États-Unis. J'étais à genoux sur un tapis d'entraînement, à Fort Liberty, en Caroline du Nord. J'essayais de respirer, pendant que mes côtes me faisaient atrocement souffrir. Quelques minutes plus tôt, mon beau-père, le sergent Patrick Monroe, s'était servi de son genou pour m'enseigner une leçon de résilience, devant toute mon unité. À présent, ma mère, Lisa, se tenait devant moi. Pas pour me tendre la main, mais avec un plat chaud qu'elle a pressé contre moi. Sa voix n'était qu'un murmure désespéré, « Ati. Chérie. Patrick a dit que c'était un accident. Tu ne peux pas signaler ça. Tu vas ruiner sa carrière. Tu vas détruire notre famille. » Ses yeux ont croisé les miens. Il n'y avait pas d'amour, mais seulement de la peur, pour l'homme qui m'avait blessé. Elle me suppliait de protéger son monstre. Il pensait que la douleur physique était le pire. Ils avaient tort. Si vous voulez savoir ce qui arrive quand une fille est trahie par sa propre mère, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur j'aime, et préparez-vous pour une histoire, où la justice se paie avec des cicatrices. L'air, dans la salle d'entraînement au combat de Fort Liberty, avait toujours le même goût. Un cocktail épais et métallique de sueur, de caoutchouc vulcanisé, et d'une peur sourde et familière. C'était l'odeur de la violence contrôlée, des corps poussés à leur point de rupture. Pour la plupart des soldats, ce n'était qu'une facette de plus du métier. Pour moi, c'était l'odeur de l'angoisse. Je me tenais en formation sur les tapis gris. Mon cœur martelait mes côtes, dans un rythme frénétique, comme pris au piège. Je gardais les yeux fixés sur les bouts éraflés de mes Rangers, essayant de me faire toute petite, invisible. Mais je savais que c'était inutile. Je sentais son regard sur moi. Le sergent Patrick Monroe, mon beau-père, se tenait à l'avant de la salle. Sa posture irradiait une autorité, qui allait bien au-delà de son grade. Pour les autres, c'était un soldat décoré. Un homme forgé dans le feu des déploiements. Un leader qui exigeait l'excellence. Mais moi, je voyais le prédateur sous l'uniforme. Je le voyais depuis 16 ans. Son regard a balayé le peloton. Et, pendant une seconde terrifiante, je me suis autorisé une lueur d'espoir, espérant qu'il m'ignorerait. Ce n'était jamais le cas. Garza, en avant. Sa voix a résonné à travers le gymnase, tranchante et absolue. Ce n'était pas juste l'ordre d'un supérieur. C'était l'appel d'un chasseur, qui avait isolé sa proie. Une tension collective, et silencieuse, a parcouru les soldats autour de moi. Ils savaient. Ils savaient toujours. J'ai senti des dizaines de paires d'yeux dans mon dos, alors que je sortais du rang. Chaque regard était comme une petite piqûre d'épingle sur ma peau. Mes jambes étaient lourdes, comme si j'avançais dans du ciment. Tout mon instinct me hurlait de faire demi-tour, et de fuir. Mais, dans l'armée, on ne fuit pas. On obéit. J'ai marché ces 10 longs mètres, jusqu'au centre du tapis. J'étais douloureusement consciente que ce n'était pas un simple exercice. C'était une représentation. Une démonstration de force, et j'en étais l'accessoire. Aujourd'hui, nous allons démontrer une mise au sol contrôlée, a annoncé Patrick à la salle. Mais ses yeux n'ont jamais quitté les miens. Ils étaient froids, ternes, et brillaient d'une lueur hideuse. C'est une question de levier et de technique, pas de force brute. La spécialiste Garza va m'assister. Il a bougé avant que je ne puisse me préparer. Ses mouvements étaient trop rapides, trop fluides. Il se brouillait dans une violence intentionnelle, qui n'avait pas sa place dans une démonstration contrôlée. Il a attrapé mon bras droit, ses doigts s'enfonçant dans mon biceps comme des griffes. Au lieu d'une clé de bras soignée et technique, il a tordu mon épaule d'un coup sec, vicieux et malveillant. Une douleur brûlante, fulgurante, a traversé mon épaule jusqu'au bout de mes doigts. Un hoquet a franchi mes lèvres. J'ai essayé de reculer, pour retrouver mon équilibre. Mais il avait déjà un temps d'avance. Avant même que la première vague de douleur ne retombe, il a pivoté. Ses jambes ont balayé l'air, non pas pour un fauchage, mais comme un coup de pied direct et brutal. Le bout en acier de sa chaussure a percuté mon flanc gauche, juste sous ma cage thoracique. Crac. Le son était d'une sécheresse nauséabonde. Un bruit affreux, intime, qui a semblé résonner dans le silence de mort, soudainement tombé sur la salle. Tout l'air a été violemment expulsé de mes poumons. Mon monde s'est compressé en un seul point, aveuglant, d'agonie.
Le sol s'est précipité à ma rencontre, le tapis gris devenant un témoin froid et indifférent. Je me suis effondré. Je suffoquais comme un poisson hors de l'eau, ma vision se rétrécissant dans l'obscurité sur les bords. Le seul autre bruit était un petit rire sourd, et satisfait, au-dessus de moi. Son rire. À travers le brouillard de la douleur, j'ai vu une silhouette bouger. Le soldat de première classe Evans, un jeune soldat à peine sorti des classes, a fait un pas hésitant en avant, le visage alarmé. « Sergent, devrais-je » Patrick ne l'a même pas regardé. Il a simplement levé la main, un geste qui a stoppé le garçon net. Laissez-la se relever seule. La voix de Patrick était calme, pédagogique. Comme s'il expliquait un point précis de stratégie militaire. La douleur forge le caractère. Cette phrase a frappé plus fort que le coup de pied. C'était une réplique qu'il avait utilisée toute ma vie. Une justification pour chaque cruauté, petite ou grande. De l'autre côté de la salle, j'ai vu l'infirmier de notre peloton, un gars bien nommé Tyler, pétrifié. Son visage était devenu pâle. Sa formation médicale lui disait clairement que quelque chose n'allait pas du tout. Mais il a suffi d'un seul regard perçant, méprisant, de Patrick, pour que les épaules de Tyler s'affaissent. Il a détourné le regard, s'affairant avec sa trousse de secours, devenant juste un visage de plus, dans cette foule silencieuse et complice. Le silence, dans cette pièce, était une forme de violence à part entière. C'était une couverture lourde, m'étouffant encore plus que le manque d'air dans mes poumons. C'était la confirmation d'une terrible vérité. Ici, son pouvoir était absolu. Ici, personne n'interviendrait. Personne ne me protégerait. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai réussi à me repousser sur mes mains et mes genoux. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues de feu dans mon flanc. La séance d'entraînement a été levée quelques minutes plus tard. Les soldats sont sortis en silence, leurs yeux évitant les miens. Ils m'ont laissé dans le silence résonnant du gymnase, seul avec lui. Patrick a attendu que la dernière personne soit partie. Puis, il s'est approché, et m'a remise sur pied en me tirant par mon bras valide. Il m'a traîné dans un coin, hors de la vue de la porte. Ne m'embarrasse plus jamais avec ce genre de faiblesse, a-t-il sifflé. Son visage était à quelques centimètres du mien. Son haleine sentait le café froid et la rage. Ce peloton a besoin de voir de la force, pas ça. Il a fait un geste dédaigneux vers mon corps brisé. Je ne pouvais que fixer le mur derrière lui, me concentrant sur une fissure dans la peinture. J'essayais de me dissocier de la douleur cuisante dans mon flanc, et de l'effroi glacial dans mon estomac. Et soyons parfaitement clairs, a-t-il continué, sa voix tombant dans un murmure menaçant. C'était une affaire interne. Un incident d'entraînement. Cet infirmier, Tyler, va consigner ça comme une collision mineure. Est-ce que tu me comprends, spécialiste? Il a mis une emphase cruelle sur mon grade. Un rappel brutal de la chaîne de commandement. Du pouvoir qu'il détenait sur toute ma carrière, sur toute ma vie. Dans ce monde qu'il avait construit autour de moi, il était la loi. La douleur physique était atroce. Mais c'était l'humiliation, l'impuissance absolue, qui me brisait vraiment. Je n'ai rien pu faire d'autre que hocher la tête. Ma gorge était trop nouée pour parler. Pendant que j'opinais, une seule question, déchirante, a commencé à se former dans la partie la plus profonde, et la plus meurtrie de mon âme. Une question qui avait été enfouie pendant des années, sous des couches de peur et de survie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je continue à laisser cela se produire? De retour dans le calme stérile de ma chambre de caserne, j'ai retiré mon uniforme. Le tissu rugueux écorchait ma peau meurtrie. La douleur aiguë dans mon flanc était un écho familier, le rappel physique d'une souffrance plus profonde, plus ancienne, qui s'était installée dans mes os il y a bien longtemps. Elle m'a ramené dans le passé. De retour dans cette petite maison, de la Caroline du Nord rurale, où les rires s'étaient tus. De retour au jour où le sergent Patrick Monroe a fait irruption dans nos vies, à peine 6 mois après que nous ayons enterré mon père. Avant Patrick, notre maison était remplie de lumière et de bruit. Mon père, le sergent Daniel Garza, avait un rire retentissant qui pouvait faire vibrer les fenêtres, et un sourire qui vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Il sentait la sueur de bois et l'allspice. Il m'a appris à faire la vidange d'une voiture, et à mettre un appât sur un hameçon. Même après sa mort en Afghanistan, le souvenir de sa chaleur flottait dans les pièces. Mais quand Patrick est arrivé,
il a apporté un silence glacial avec lui. Il était le nouveau départ de ma mère. Pour moi, il a été la fin de tout. Le confort douillet de notre foyer a disparu du jour au lendemain, remplacé par la structure rigide d'un avant-poste militaire. Tout est devenu un exercice. Passer la serpillière dans la cuisine n'était pas une corvée. C'était une manœuvre chronométrée. Si je dépassais d'une seconde le temps imparti, je me retrouvais par terre à faire des pompes, jusqu'à ce que mes bras cèdent. Ma mère, Lisa, restait simplement là, le visage vide, hochant la tête, comme si tout cela était parfaitement normal. La discipline te sauvera la vie un jour, Hattie, disait Patrick, sa voix dépourvue de toute chaleur. Et ma mère lui faisait écho, d'une voix creuse, il a raison, chérie. Il sait ce qui est le mieux. Elle disparaissait sous mes yeux, se fondant dans son ombre. La première fois qu'il m'a frappé, j'avais 12 ans. J'aidais à faire la vaisselle, et une assiette savonneuse m'a glissé des mains. Elle s'est fracassée sur le lino. Avant même que le bruit ne s'estompe, sa main a claqué sur mon visage. Le choc a été plus étourdissant que la douleur. Ce n'était pas une gifle de colère, chaude et impulsive. C'était froid, délibéré et méthodique. Une leçon. Ceci, a-t-il dit d'une voix neutre, est la conséquence de la négligence. Je suis restée là, tremblante, les joues en feu. Je l'ai regardé aller chercher calmement le balai et la pelle. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, j'ai vu ma mère devant sa coiffeuse. Elle appliquait soigneusement de l'anti-cerne sur sa propre joue. Elle couvrait une légère ecchymose violacée, qui n'était pas là la veille. Elle avait dû lui dire quelque chose après que je sois allé me coucher. Elle avait dû essayer. J'ai été imprudente et j'ai glissé dans les escaliers, a-t-elle dit, les yeux fixés sur son propre reflet dans le miroir. Elle ne me regardait pas. Elle ne le pouvait pas. Et à ce moment-là, j'ai su que son mensonge n'était pas pour elle. C'était pour lui. C'était un bouclier, pour le protéger de la vérité sur ce qu'il était. Ma mère avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. Son silence est devenu une langue que j'ai appris à parler couramment. Une langue de survie, dans une maison qui ne semblait plus sûre. L'ultime trahison, celle qui a creusé la cicatrice la plus profonde, est arrivée le jour de mon 16e anniversaire. Pendant des mois, j'avais économisé chaque euro gagné, grâce à mon petit boulot au restaurant du coin. J'avais mis de côté juste assez, pour m'offrir une simple robe bleu marine, pour le bal de printemps. Ce n'était pas luxueux, mais c'était la mienne. J'adorais la sensation du tissu, la façon dont il bougeait, quand je tournoyais devant le miroir de ma chambre. Pendant quelques minutes, je me suis senti comme une adolescente normale. J'ai fait l'erreur de la montrer à ma mère. Elle était dans le salon quand Patrick est entré. Il a jeté un regard à la robe que je tenais contre moi, un sourire fier sur mon visage. Sa lèvre s'est retroussée de dégoût. Il s'est approché, me l'a arraché des mains, et en 2 mouvements vifs et brutaux, il l'a déchiré, de l'encolure jusqu'à l'ourlet. Le bruit du tissu qui se déchire, a été le bruit de mon cœur qui se brisait. Ce n'est pas approprié pour la fille d'un soldat, a-t-il déclaré, jetant les morceaux ruinés sur le sol. J'ai regardé ma mère, les yeux implorants. Je m'attendais à ce qu'elle prenne enfin ma défense. Qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Au lieu de cela, elle s'est agenouillée et a ramassé le tissu en lambeaux, évitant mon regard. Patrick veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, a-t-elle dit, d'une voix douce et conciliante. Cette robe? Elle avait l'air un peu bon marché, de toute façon. Laisse-moi t'acheter quelque chose de plus convenable. Ces mots ont été 1000 fois plus douloureux que le bruit de la robe se déchirant. Bon marché. Elle avait pris son parti, validé sa cruauté, et insulté ma fierté. Tout cela dans un même souffle. La tenue plus convenable qu'elle m'a achetée, était une jupe trapèze kaki, et un chemisier blanc rigide boutonné. C'était pratiquement un uniforme. J'avais plus l'air d'assister à une cour martiale, qu'à mon bal de printemps. Je suis allé à la danse, mais j'ai passé la majeure partie de la nuit caché dans les toilettes des filles. La honte et la blessure pesaient lourdement dans ma poitrine. Je pensais que m'engager dans l'armée, serait mon échappatoire. Le jour de la remise de mon diplôme d'études secondaires, je me tenais droite dans ma toge, mes papiers d'enrôlement dans la poche, comme une déclaration d'indépendance. J'avais un plan. J'allais quitter cette ville, quitter cette maison, et ne jamais regarder en arrière.
Mais même là, il ne m'a pas laissé partir. Pendant la fête qui a suivi, alors que ma mère prenait des photos avec un grand sourire faux, Patrick m'a attiré dans une étreinte. Ce n'était pas un câlin de félicitations. C'était une étreinte de possession. Il s'est penché tout près. Sa voix n'était qu'un murmure venimeux à mon oreille, destiné à moi seul. Tu peux aller où tu veux, mais souviens-toi de ça. C'est moi qui t'ai façonné. Tu ne seras jamais, au grand jamais, libéré de moi. Ces mots sont tombés comme une peine de prison. J'ai regardé par-dessus son épaule, vers ma mère, qui rayonnait, inconsciente, capturant un moment de bonheur familial. C'est alors que la vérité terrifiante s'est installée dans mes tripes. L'armée n'était pas une évasion. C'était juste une cage plus grande, avec le même gardien détenant la clé. Si vous avez déjà eu l'impression que votre propre parent était du mauvais côté, qu'il a choisi de protéger la personne qui vous maltraitait plutôt que vous, s'il vous plaît, soutenez cette histoire avec un j'aime. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je te vois, Ati ». Parce que pendant des années, je me suis senti complètement invisible. Ce sentiment d'être piégé, d'être une propriété, m'a suivi tout au long de ma formation de base, jusqu'à ma première affectation. Et maintenant ici. C'était la réponse à la question, qui hurlait dans mon esprit, depuis le sol de la salle d'entraînement. Pourquoi ai-je laissé cela arriver? Parce qu'une partie de moi, la petite fille effrayée de 12 ans à l'intérieur, croyait toujours à son dernier murmure. Que je ne pourrais jamais vraiment être libre. Avant que Patrick ne soit transféré à Fort Liberty, je m'étais taillé une vie. Ce n'était pas une vie grandiose, mais c'était la mienne. Construite pièce par pièce, avec une détermination tranquille et têtue. Pendant 3 ans, j'avais connu une paix fragile. Mon monde était le vaste entrepôt logistique tentaculaire. Une cathédrale de carton et d'acier, où j'ai trouvé un sens de l'ordre qui avait manqué à mon enfance. En tant que spécialiste en logistique, mon travail, c'était la précision. Je gérais un inventaire de plusieurs millions d'euros. Allant des pièces de moteur, aux fournitures médicales. Je connaissais l'emplacement de chaque article, le poids de chaque caisse, la destination de chaque expédition. Il y avait un rythme dans tout ça, une logique que je pouvais contrôler. Dans le chaos de l'armée, j'avais créé mon propre îlot de compétences. Et pour la première fois de ma vie, on me considérait pour ce que je savais faire. Et non pour savoir à qui j'appartenais. Les gens me respectaient. Mon supérieur direct, le premier sergent Alvarez, était un homme latino, gentil et pragmatique. Il avait des cheveux poivre et sel, et des yeux profonds et observateurs. Il a été la première figure d'autorité, qui m'a jamais fait me sentir valorisé. Il s'arrêtait souvent à mon poste, examinait mes rapports d'inventaire impeccables, et hochait la tête avec une véritable approbation. Garza, m'a-t-il dit un jour, un rare sourire effleurant ses lèvres. Vous avez l'esprit d'un général. Ce simple compliment a atterri dans mon âme, comme une boisson fraîche dans un désert. C'était une validation externe, oui. Mais, cela affirmait quelque chose, que je commençais tout juste à croire à mon sujet. J'étais doué pour quelque chose. Ma valeur n'était pas liée à ma capacité à endurer la douleur. Elle était enracinée dans mon intelligence, et ma diligence. Une fierté tranquille a commencé à grandir, dans les espaces où la peur habitait autrefois. Ce nouveau sens de moi-même, s'étendait au-delà de l'entrepôt. J'avais mon propre appartement. Un petit 2 pièces hors de la base, à Fayetteville. C'était le premier espace vraiment sûr, que j'ai jamais connu. Les 4 murs n'étaient pas juste des cloisons sèches et de la peinture. C'était une forteresse. J'ai passé tout un week-end à peindre le salon, dans un Vermont doux et apaisant. J'ai acheté une fougère de Boston, je l'ai suspendue à la fenêtre. Et, j'ai appris à tirer fierté de la maintenir en vie. Le silence, dans cet appartement, était un luxe. En grandissant, le silence avait été une arme. Un précurseur lourd et tendu, avant une explosion. Mais ici, dans ma propre maison, le silence, c'était la liberté. Chaque soir, après le travail, je mettais des vêtements civils. Je me préparais une tasse de tisane à la camomille avec un peu de miel, et je m'asseyais près de la fenêtre pour lire. J'ai dévoré des piles de romans de la bibliothèque publique, me perdant dans les histoires des autres. J'apprenais simplement à être. À exister sans être sur le qui-vive. Sans attendre le prochain bruit de pas dans le couloir, le prochain ordre aboyé. La tension constante,
qui s'était enroulée dans mes épaules pendant des années, a commencé à se relâcher, lentement et prudemment. Je me suis même fait une amie. Elle s'appelait Sarah, une autre spécialiste qui travaillait au parc automobile. Elle était mon exact opposé. Bruyante, joyeuse, et d'une franchise rafraîchissante. Elle ne savait rien de mon passé, et elle n'a jamais posé de questions. Pour elle, j'étais juste Garza. L'intello de la logistique, silencieuse et toujours trop sérieuse. Tu dois apprendre à sourire, Garza. Elle me taquinait, en me poussant les côtes. Ça ne va pas te casser la figure, je te le promets. Le week-end, elle me traînait hors de mon appartement calme, pour aller dans un restaurant du coin. Un endroit qui sentait l'huile de friture et le café, et qui ressemblait à un câlin. Nous nous asseyions sur une banquette en vinyle, et commandions des assiettes de poulet frit du sud. Si croustillant et parfait, avec des biscuits moelleux au beurre et de la sauce. Nous parlions pendant des heures, de tout et de rien. Des lieutenants stupides. Du terrible café soluble du réfectoire. De ses rêves d'ouvrir un garage chez elle, en Géorgie. Avec Sarah, j'ai ressenti une étincelle de la fille normale, et facile à vivre, que j'aurais pu être. Cette amitié simple et sans complications, était un remède puissant. Elle me montrait une version de moi-même, dont j'ignorais l'existence. Mais la paix était toujours fragile. L'ombre de ma famille était longue, et il ne suffisait que d'un appel téléphonique pour me le rappeler. Un mardi soir, ma mère a appelé. La conversation a été courte, superficielle. Elle a demandé si je mangeais assez. Elle m'a dit que le temps se rafraîchissait. Elle a mentionné que Patrick avait reçu une distinction. Sa voix était tendue, distante. La voix d'une étrangère faisant la conversation par politesse. Elle n'a jamais demandé comment j'allais, vraiment. Elle n'a jamais mentionné le passé. C'était comme si la fille à la robe de bal déchirée n'avait jamais existé. Après avoir raccroché, le calme de mon appartement m'a soudainement semblé différent. Ce n'était plus paisible. C'était vide. Le poids écrasant d'une profonde solitude s'est abattu sur moi. C'était cette solitude spécifique, qui vient du fait de savoir que les personnes censées vous aimer inconditionnellement sont incapables de le faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable, faisant défiler YouTube machinalement, à la recherche d'une distraction. Je suis tombé sur une conférence TED d'une chercheuse nommée Brené Brown. Le titre parlait de vulnérabilité. J'ai failli cliquer pour fermer, mais quelque chose m'a fait rester. J'ai écouté cette femme chaleureuse, drôle et incroyablement intelligente. Elle parlait de la honte, du courage, et du pouvoir d'être vulnérable. Et puis, elle a dit quelque chose, qui a fait l'effet d'une clé tournant dans une serrure, dont j'ignorais l'existence. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, a-t-elle dit. C'est notre mesure la plus précise du courage. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, de ma chambre vermente silencieuse. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Toute ma vie avait été un exercice de l'inverse. Construire des murs. Ne montrer aucune faiblesse. Ne jamais laisser personne voir à quel point je souffrais. Patrick m'avait appris que la vulnérabilité était un défaut, qu'il fallait chasser d'une personne à coups de poing. Les actions de ma mère m'avaient appris que c'était quelque chose à cacher, dont on devait avoir honte. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, après la fin de la vidéo. La graine d'une nouvelle idée avait été plantée. Je n'étais pas prête à être vulnérable. La seule pensée était terrifiante, comme marcher de son plein gré dans un incendie. Mais, pour la première fois, j'ai envisagé la possibilité que mon armure, soigneusement construite, n'était pas une force. C'était juste une cage. J'ai fermé l'ordinateur, et j'ai regardé par la fenêtre. Vers la rue tranquille de Fayetteville. Les lampadaires projetaient une douce lueur orange, sur le trottoir vide. Une question flottait à l'arrière de mon esprit. Un murmure discret, à la fois terrifiant et plein d'espoir. Avais-je ce genre de courage? Serais-je un jour assez courageuse pour être vue? Cette graine de courage, plantée par une étrangère sur une vidéo YouTube, a commencé à être arrosée par la gentillesse. Une gentillesse venant des endroits les plus inattendus. Ça a commencé avec le premier sergent Alvarez. Quelques semaines après ma découverte nocturne de Brené Brown, il m'a appelé dans son bureau. Mon estomac s'est immédiatement noué. Être convoqué dans le bureau du premier sergent, signifiait généralement qu'on avait des ennuis. J'ai fait un rapide inventaire mental de mes actions récentes,
à la recherche de la moindre infraction. Son bureau était propre, organisé, à l'image de l'homme lui-même. Il m'a fait signe de m'asseoir, ce qui était une autre surprise. « Spécialiste » a-t-il commencé d'une voix calme et directe. « J'ai remarqué que vous faisiez beaucoup d'heures supplémentaires. Tout va bien ?» La question était si simple, et son inquiétude si sincère, qu'elle m'a complètement prise au dépourvu. J'étais habitué à ce que les questions soient des interrogatoires, des accusations voilées. J'ai marmonné quelque chose de vague, sur le fait de rattraper de la paperasse. Il a juste hoché la tête, étudiant mon visage un instant. « Je regardais votre dossier », a-t-il continué, en se penchant en arrière sur sa chaise. « Je vois que votre père était le sergent Daniel Garza, de la 101e aéroportée. » Il a fait une pause. C'était un grand soldat, un homme exceptionnel. J'ai brièvement servi avec lui à Fort Campbell, avant qu'il ne se déploie pour la dernière fois. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Il a raconté cette histoire une fois, a dit Alvarez, le regard lointain. Comment il avait réparé la Jeep du commandant de bataillon, avec rien d'autre qu'un trombone et un bout de chewing-gum. Il avait un don, pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Il m'a regardé directement, et son regard était rempli d'une chaleur à laquelle je ne m'attendais pas. Vous avez ça, vous aussi. Ce don. Vous voyez les schémas, vous faites fonctionner les choses. Il s'est de nouveau penché en avant, sa voix baissant légèrement. Ma porte est toujours ouverte. Garza. Pour n'importe quoi. Vous comprenez? Je n'ai pu qu'acquiescer, une boule douloureuse se formant dans ma gorge. C'était la première fois qu'une figure d'autorité me regardait, et voyait la fille de mon père. Pas comme un fardeau ou une déception, mais comme un héritage. Il me voyait comme une personne, pas seulement comme un subordonné. Je suis sorti de son bureau ce jour-là, en me sentant vu. C'était un sentiment fragile, inconnu, mais il était là. Le petit acte de gentillesse suivant, est venu d'un endroit que je n'aurais vraiment jamais soupçonné. Quelques jours plus tard, au réfectoire, mon esprit était ailleurs. Rejouant probablement les mots d'Alvarez. Et, mes mains ont glissé. Mon plateau repas tout entier, des spaghettis, des haricots verts et une tranche de pain à l'ail, s'est fracassé sur le sol, dans un tas informe. Mon visage a brûlé d'une humiliation instantanée. J'ai senti une centaine de paires d'yeux sur moi, alors que je m'agenouillais pour nettoyer, les joues en feu. Soudain, un nouveau plateau a été déposé, silencieusement, sur la table à côté de moi. J'ai levé les yeux. C'était l'infirmier du peloton, Tyler. Ce même Tyler qui était resté les bras croisés, sans rien faire, dans la salle d'entraînement. Son visage était plein d'une émotion, que je n'arrivais pas vraiment à lire. Du regret, peut-être. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste fait un petit signe de tête compatissant. Je m'occupe de celui-là, a-t-il dit doucement, en désignant le gâchis sur le sol. Avant de se tourner pour s'éloigner. Ce petit acte, ce geste discret, en disait long. Il disait, je sais. Je suis désolé d'avoir été un lâche. Je suis de ton côté. C'étaient des excuses et une alliance, offertes sur un plateau en plastique. Mais le plus grand changement s'est produit à l'approche des fêtes. Thanksgiving. Pour moi, c'était toujours un jour à redouter. Un rappel cruel de la famille que je n'avais pas. J'avais prévu de le passer seul, dans mon appartement, avec une pizza surgelée. Mais Sarah ne voulait rien entendre. Pas question, Garza, avait-elle dit, en secouant énergiquement la tête. Tu rentres avec moi. Mes parents habitent à 1 heure d'ici. Maman fait la meilleure tarte à la citrouille de Caroline du Nord. Et papa va te parler des Bears de 85, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. C'est décidé. J'ai essayé de refuser, mais elle a été implacable. Donc, le matin de Thanksgiving, je me suis retrouvé dans sa voiture. En route vers une petite maison bruyante et chaotique, qui sentait le paradis. Dès que je suis entré, l'air était chargé de la riche odeur de dinde rôtie, de cannelle et de sauge. La mère de Sarah, une femme énergique avec un immense sourire, m'a enveloppé dans une étreinte qui sentait la farine et la vanille. Des enfants couraient dans nos pattes. Un match de football hurlait à la télé. Et toute la maison bourdonnait de l'énergie joyeuse d'une famille, qui aimait sincèrement être ensemble. Le père de Sarah, un maître sergent à la retraite avec une poignée de main ferme et des yeux bienveillants, m'a jeté un coup d'œil. Alors que je me tenais maladroitement dans l'entrée. Et,
Il m'a attiré dans une étreinte bourrue et paternelle. Bienvenue dans notre cirque, a-t-il dit, sa voix grondant dans sa poitrine. Dans cette maison, aucun soldat ne mange un repas de fête tout seul. Jamais. Ces mots m'ont frappé, avec la force d'un coup physique. L'acceptation brute et inconditionnelle de la part de cet étranger, de cet homme qui n'avait aucune raison de se soucier de moi, était plus que je ne pouvais supporter. J'ai bredouillé une excuse, et je me suis enfui dans la salle de bain. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis appuyé sur le lavabo, et j'ai sangloté. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. C'étaient des larmes de gratitude, mais aussi des larmes d'un chagrin profond et sans fond. Pour la famille que j'aurais dû avoir. Pour le père que j'avais perdu. Pour la mère qui m'avait abandonné. La chaleur de la maison de cette étrange famille avait fait fondre un morceau de la glace, qui gelait mon cœur depuis des années. Et la douleur du dégel était atroce. Après les fêtes, la vie a repris sa routine. Mais quelque chose en moi avait changé. Je me sentais moins seul. Mais ma paix fragile était sur le point d'être brisée. Une semaine plus tard, le premier sergent Alvarez m'a rappelé dans son bureau. Cette fois, son expression était sérieuse, ses sourcils froncés par l'inquiétude. « Garza, asseyez-vous, a-t-il dit, sautant les politesses. J'ai entendu des rumeurs. Un nouveau sergent arrive, pour diriger certains modules de formation avancée. Il a fait une pause, regardant une fiche de personnel sur son bureau. Il s'appelle Monroe. Patrick Monroe. Il a levé les yeux, sondant les miens. Il a posé la question nonchalamment, mais je pouvais sentir tout le poids derrière. Un lien de parenté? L'air de la pièce s'est refroidi. J'ai eu l'impression que mon sang se transformait en glace, dans mes veines. Mon monde, soigneusement construit, a commencé à basculer sur son axe. C'est mon beau-père, premier sergent, ai-je réussi à dire, ma voix n'étant qu'un murmure. Alvarez est resté silencieux un long moment. Son expression s'est durcie. La gentillesse dans ses yeux a été remplacée par une sombre compréhension. Il s'est penché en avant, la voix basse et sérieuse. Écoutez-moi très attentivement, Garza. Soyez intelligente. Soyez prudente, a-t-il dit. Fort Liberty est un grand endroit, mais parfois, c'est une très petite ville. Son avertissement était une bouée de sauvetage. La confirmation que je n'étais pas folle, que la menace était réelle. Mais c'était aussi un nuage de tempête à l'horizon. La promesse que le monstre, que j'avais passé des années à essayer de fuir, m'avait finalement, inévitablement, rattrapé. La paix fragile que j'avais construite s'est brisée, la première fois que je l'ai vue sur la base. J'étais à la salle de sport. Mon sanctuaire. Le seul endroit où le rythme du tapis de course, et la brûlure dans mes muscles, pouvaient étouffer le bruit dans ma tête. J'étais au milieu d'une course, quand je l'ai senti. Ce vieux frisson familier sur la nuque. Le sentiment d'être observé. J'ai balayé la pièce bondée du regard, et mon cœur s'est serré. Il était là, le sergent Patrick Monroe. Il n'était pas en uniforme. Juste en survêtement gris et t-shirt. Mais il irradiait la même autorité glaçante. Il se tenait près des poids, sans faire d'exercice. Il me regardait simplement. Avec ce regard critique et familier, qui dépouillait toutes mes compétences, tous mes progrès, et me laissait l'impression d'être à nouveau, cette fille maladroite de 12 ans. Il m'a laissé le voir m'observer, pendant 5 bonnes minutes, avant de bouger. Il s'est approché, et a pris le tapis de course juste à côté du mien. Le bourdonnement de sa machine, une intrusion menaçante dans mon espace. Nous avons couru en silence, pendant quelques minutes. Le seul bruit étant nos pas synchronisés, sur les tapis roulants. Toujours faible, à ce que je vois, a-t-il dit, la voix basse. Calculé, pour que je sois la seule à l'entendre par-dessus le bruit de la salle. Ne me déçois pas cette fois, Garza. Juste comme ça, l'air s'est raréfié. L'immense salle de sport, haut au plafond, a soudainement ressemblé à une boîte exiguë et étouffante. Ma forteresse avait été franchie. Il n'était pas simplement revenu dans ma vie. Il avait envahi mon sanctuaire. La petite fille effrayée de 10 ans, que je croyais avoir laissée derrière moi, remontait à la surface. Sa panique m'empêchant de respirer. J'ai terminé ma course. J'ai essuyé la machine avec des mains tremblantes, et je me suis enfui. L'invasion ne s'est pas arrêtée là. Elle est devenue plus insidieuse,
s'insinuant dans ma vie par la seule chose à laquelle je ne pouvais pas échapper, mon téléphone. Quelques nuits plus tard, à 2 heures du matin, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. L'écran s'est allumé, avec un texto d'un numéro inconnu. Mon sang s'est glacé. Le rapport logistique pour 8 heures doit être parfait. Il n'y avait pas de nom, mais je savais. Bien sûr que je savais. Comment avait-il même obtenu mon emploi du temps? La nuit suivante, un autre. 3h15 du matin. J'ai vu que ta lumière était allumée. Dors un peu. Les soldats doivent être vifs. C'était une laisse numérique. Les messages eux-mêmes étaient suffisamment inoffensifs pour qu'ils puissent nier. En apparence, ils ressemblaient aux mots d'un sous-officier diligent et attentionné. Mais, je connaissais le vrai message. Je t'observe. Je t'observe tout le temps. Tu ne peux te cacher nulle part. Le sommeil est devenu un étranger. Chaque vibration de mon téléphone m'envoyait une décharge d'adrénaline. Mon petit appartement Vermont, autrefois mon refuge, ressemblait maintenant à une cage de verre. J'ai commencé à vérifier les serrures 2 fois. À fermer les stores, dès que je rentrais. Vivant sous un siège constant, de faible intensité. Ma paix durement gagnée s'érodait, grain par grain. L'assaut final est venu, comme toujours, par l'intermédiaire de ma mère. Elle m'a appelé un samedi après-midi. Sa voix avait une douceur artificielle, sirupeuse, qui m'a immédiatement crispé. Hattie. Chérie, comment vas-tu? Je vais bien, maman, ai-je dit, la voix plus plate que je ne l'aurais voulu. Eh bien, je parlais juste à Patrick, a-t-elle gazouillé. Et il a mentionné que tu semblais un peu stressé au travail. Il s'inquiète pour toi, ma puce. Il a dit qu'il voulait juste t'aider à avancer dans ta carrière. Et tu dois être prête à accepter ses conseils. L'innocence calculée de ces mots, la façon dont elle présentait son harcèlement comme des conseils, a fait monter une colère chaude et amère, dans ma gorge. Je n'ai pas pu me retenir. Maman, il ne me guide pas. Il me harcèle, ai-je dit, la voix serrée. Il m'envoie des textos au milieu de la nuit. Il me suit. Ce n'est pas normal. Il y a eu un long soupir à l'autre bout du fil. Un soupir que je ne connaissais que trop bien. C'était le son de ma réalité, en train d'être rejetée. Oh, Hattie, ne sois pas si théâtrale. Tu as toujours été si sensible, a-t-elle dit. Son ton passant de la douceur, à la lassitude et la condescendance. Patrick a des exigences élevées pour ses soldats, c'est tout. C'est un sergent respecté. Sois juste un bon soldat, et écoute ton supérieur. Rends-nous fiers. Rends-nous fiers. L'appel s'est terminé. Mais la conversation s'est rejouée dans ma tête. Chaque mot était un nouveau coup de poignard, une trahison. Elle n'était plus seulement une complice silencieuse. Elle était une participante active. Son porte-parole. Elle avait pris ma peur, mon appel légitime à l'aide, et l'avait transformé en défaut de caractère. J'étais celle qui était trop sensible. C'était un coup classique de son manuel de manipulation, et elle l'avait exécuté à la perfection. On m'a laissé avec cette certitude écrasante, ancrée au plus profond de mes os, que j'étais totalement et complètement seul là-dedans. Je suis resté assise dans le noir, dans mon salon, pendant un long moment. Le téléphone toujours serré dans ma main, tremblante. La peur était une chose physique, un œuf froid dans mon estomac. Mais ensuite, autre chose a commencé à remuer, sous la peur. Une autre sorte de froid. C'était la clarté froide et dure, de la fureur. Les mots de ma mère avaient eu pour but de me briser. De me forcer à me soumettre à nouveau. Mais ils ont fait le contraire. Ils ont rompu le dernier fil d'espoir effiloché, que j'avais. L'espoir, qu'elle me choisisse un jour. L'illusion avait disparu. Il n'y avait plus rien à perdre. J'ai pensé aux mots de Brené Brown sur le courage. J'ai pensé au regard fixe du premier sergent Alvarez, et à sa porte ouverte. J'ai pensé au geste discret de Tyler, offrant un nouveau repas. J'ai pensé à la chaleur de la famille de Sarah, à Thanksgiving. Ces souvenirs étaient mon canot de sauvetage dans la tempête. Ils étaient la preuve que tout le monde n'était pas comme lui. Que je n'étais pas entièrement seul. Les tremblements de mes mains ont cessé. Ils ont été remplacés par une résolution ferme et déterminée. Cela n'allait pas être le reste de ma vie. Je ne le laisserai plus m'effacer.
Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, et je l'ai ouvert. La lueur de l'écran a illuminé mon visage, dans l'obscurité. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau, en le cryptant avec un mot de passe qu'il ne pourrait jamais deviner. Je lui ai donné un nom ennuyeux. Quelque chose qu'il ignorerait. Audit de l'équipement. Ensuite, j'ai commencé à riposter. J'ai fait des captures d'écran de chaque SMS, documentant la date et l'heure. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone, et j'ai activé la fonction d'enregistrement des appels. À partir de maintenant, chaque mot, chaque menace, chaque conseil serait catalogué. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de survie. Il avait déclaré la guerre à ma tranquillité d'esprit, et j'en avais fini d'être une victime collatérale. J'allais m'armer de la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler, la vérité. La guerre froide des textos nocturnes, et des intimidations silencieuses, a dégénéré une semaine plus tard. Patrick a annoncé une évaluation surprise des compétences, pour toute l'équipe logistique. L'accent, a-t-il déclaré d'un grand geste de la main à travers l'entrepôt caverneux, serait mis sur la manutention des palettes lourdes et surdimensionnées. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une évaluation surprise. C'était un piège sur mesure. Et j'en étais la proie. Il connaissait l'état de mon épaule droite. Celle qu'il avait lui-même blessée, lors d'une démonstration d'entraînement des années auparavant. Elle n'avait jamais complètement guéri, me laissant avec une faiblesse persistante. Une douleur sourde qui se réveillait, sous un effort intense. Il connaissait mon point de rupture, parce qu'il l'avait créé. Je suis resté là, à regarder les autres soldats passer à tour de rôle sur le chariot élévateur. Mon cœur était comme un oiseau piégé, battant contre mes côtes. Une petite partie lâche de moi-même voulait se déclarer malade, pour trouver une porte de sortie. Mais la fureur froide, qui mijotait depuis le coup de fil de ma mère, a refusé de me laisser reculer. Fini de fuir. À l'approche de mon tour, je l'ai vu faire un signe subtil au cariste qui assistait le test. Un petit hochement de tête, presque imperceptible. L'opérateur, un jeune soldat désireux de bien faire, a chargé ma palette. Je pouvais voir de loin qu'elle était empilée plus haut, et semblait plus dense que les autres. Elle était plus lourde que ce que la réglementation autorisait pour un levage en solo. Le piège était tendu. Mes mains étaient glissantes de sueur, lorsque je suis monté dans le chariot élévateur. L'entrepôt semblait anormalement silencieux. Le brouhaha habituel des machines, et des voix, s'estompant en un léger bourdonnement. Je pouvais sentir tous les regards braqués sur moi. J'ai pris une grande inspiration, essayant d'invoquer un calme que je ne ressentais pas. Dans mon esprit, j'ai vu un verset de la petite Bible que mon père avait l'habitude de porter. Un verset qu'il avait souligné, à l'encre rouge. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'ai enclenché le système hydraulique. Les fourches se sont élevées avec un léger gémissement. J'ai fait avancer la machine doucement, glissant les fourches sous la palette. J'ai pu sentir la tension sur la machine, au moment où j'ai commencé à lever. Les roues avant du chariot élévateur se sont légèrement soulevées, sous le poids excessif. Mon épaule faible a hurlé de protestation, alors que je serrais les commandes, essayant de maintenir la charge en équilibre. Pendant un instant qui m'a glacé le sang, j'ai cru que je l'avais. La palette était à un pied du sol. Puis, elle a bougé. Une légère inclinaison fatale, vers la droite. J'ai essayé de corriger, mais c'était trop lourd. L'élan était trop grand. La palette entière, chargée de pièces de véhicules utilitaires lourds, a glissé des fourches. Elle s'est écrasée sur le sol en béton, avec une explosion métallique assourdissante. Silence. Un vide sonore total, suffocant. Dans ce silence, Patrick s'est avancé, depuis le bord de la pièce. Il ne s'est pas pressé. Il s'est déplacé avec la lenteur délibérée d'un homme de spectacle, venant saluer une dernière fois. Il s'est arrêté devant mon chariot élévateur, a regardé le gâchis sur le sol, puis m'a regardé. Il a secoué la tête, avec une moue de déception parfaitement simulée. « Eh bien, Garza, a-t-il dit, sa voix résonnant assez fort pour que chaque soldat de cet entrepôt puisse l'entendre. Je pensais t'avoir mieux formé que ça. » Il a laissé les mots en suspens. Une accusation publique de mon incompétence. Puis, il a porté le coup de grâce. Ton père serait tellement déçu, de voir que sa fille a fini par être aussi faible. Ces mots ont touché un air si profond, si à vif,
que quelque chose a fini par se briser en moi. Ce n'était pas un effilochage lent. C'était une rupture nette et tranchante. Des larmes chaudes ont jailli de mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'humiliation. C'étaient des larmes de rage pure et inaltérée. La peur, avec laquelle j'avais vécu toute ma vie, a été incinérée dans ce seul éclair incandescent. J'ai coupé le moteur, je suis descendu du chariot, et j'ai marché jusqu'à me retrouver directement face à lui. Je pouvais sentir la chaleur irradier de ma propre peau. Je me suis redressé, j'ai levé le menton, et je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois. Sans reculer. Ma voix tremblait, mais elle était claire, et portait à travers l'entrepôt silencieux. Sergent Monroe, ai-je dit, mes mots précis et froids. Mon père m'a appris l'honneur. Il ne s'en serait jamais servi, pour humilier un autre soldat. L'entrepôt tout entier a retenu son souffle. On aurait pu entendre une mouche voler. Pour la première fois, quelqu'un lui avait répondu. Quelqu'un l'avait défié. Le visage de Patrick, l'espace d'une fraction de seconde, a été un masque d'incrédulité stupéfaite. Puis, un rouge sombre et furieux a grimpé le long de son cou, inondant ses joues. Il perdait le contrôle, et il le savait. Il s'est rapidement repris. Son maintien militaire se remettant en place comme un bouclier. Spécialiste Garza, a-t-il aboyé, la voix serrée par la fureur. Dans mon bureau. Tout de suite. C'était l'ordre qui avait toujours fonctionné. Celui qui me faisait déguerpir de peur. Mais, la peur avait disparu. Non, sergent, ai-je répondu. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Elle était ferme. Elle était de fer. Je n'irai plus jamais nulle part, seul avec vous. Il est resté momentanément sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant en silence. J'ai insisté, les mots coulaient d'une source de force nouvelle. Quoi que vous ayez à me dire, vous pouvez le dire juste ici, devant tous ces témoins. J'ai fait une pause, puis j'ai livré le dernier échec et mat, calculé, ou, nous pouvons en discuter, lors d'une réunion avec le premier sergent Alvarez. J'avais invoqué une autorité supérieure. J'avais tracé une ligne dans le sable. Pas avec un bâton, mais avec tout le poids de la chaîne de commandement qu'il vénérait tant. Son autorité, en cet instant précis, était annulée. Il était pris au piège. Tout le peloton regardait, et je venais de lui offrir le choix, entre rendre des comptes publiquement, et une réunion avec son propre supérieur. Il m'a fixé, la mâchoire contractée, les yeux brûlants d'une haine si pure que c'en était presque beau. Il a été complètement, et totalement, réduit au silence. J'ai soutenu son regard une seconde de plus, le laissant voir que la personne qu'il avait créée, n'existait plus. Puis, je lui ai tourné le dos. Je me suis éloigné, mais pas résonnant dans le silence abasourdi de l'entrepôt. Je n'étais pas une victime qui fuyait un combat. J'étais un soldat, et je venais de déclarer la guerre. Si vous avez déjà eu ce moment unique, où vous avez enfin dit trop c'est trop, et où vous vous êtes défendu, cliquez sur j'aime pour vous tenir à mes côtés. Dans les commentaires, écrivez juste un mot, guerrière. Voyons combien nous sommes. Ma déclaration de guerre dans l'entrepôt m'a laissé avec une clarté terrifiante. Je l'avais défié publiquement, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'adrénaline de la confrontation me faisait avancer en pilote automatique. Mes pieds bougeaient avec une détermination, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je suis allé tout droit de l'entrepôt, au bâtiment administratif. Mon esprit était une page blanche, à l'exception d'un nom, Alvarez. Mon cœur cognait contre mes côtes, alors que je me tenais devant la porte fermée de son bureau. Mes jointures sont restées suspendues un instant, avant de frapper. Le bruit était trop fort dans le couloir silencieux. Entrez, a lancé sa voix. J'ai poussé la porte. Il était derrière son bureau. Et dès qu'il m'a vu, son expression est passée de la curiosité professionnelle, à une gravité profonde et complice. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte et l'a fermée. Le clic de la serrure résonnant dans le petit espace. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas, Garza, a-t-il dit, la voix basse et sérieuse. Franchement, je vous attendais. Ces 5 mots ont brisé le barrage de mon calme. L'histoire a jailli. Pas seulement à propos du chariot élévateur, mais sur tout le reste. Les années de discipline, la robe de bal déchirée, la surveillance constante, les textos nocturnes, la complicité de ma mère. J'ai étalé la carte complète et hideuse de ma vie,
sur son bureau. Il a écouté sans m'interrompre. Son visage était un masque indéchiffrable. Mais ses yeux profonds et constants. Ils étaient remplis d'une empathie si profonde, qu'elle m'a donné l'impression, pour la première fois, de ne pas hurler dans le vide. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux un long moment, joignant les doigts sur son bureau. Le sergent Monroe est un sous-officier respecté. Il a des amis haut placés, a-t-il fini par dire, sur un ton pragmatique. Votre parole contre la sienne, même avec votre dossier, ne suffira pas. Ils l'enterreront sous la paperasse. Ils vous traiteront d'hystérique. Ils diront que vous êtes rancunière. Spécialiste, avez-vous des preuves? Cette question a été le tournant. Je n'étais plus seulement une victime racontant son traumatisme. J'étais une stratège présentant son dossier. J'ai plongé la main dans la petite poche de mon pantalon treillis, et j'en ai sorti une simple clé USB noire. Je l'ai posée sur son bureau, d'une main ferme. J'ai des preuves, ai-je dit, d'une voix assurée. Des textos, des historiques d'appels, et des enregistrements audio. Il a regardé la clé, puis mon visage. Une lueur, de la surprise, du respect, est passée dans ses yeux. Il a pris la clé, l'a branchée sur son ordinateur, et a mis son casque. J'ai observé son visage pendant qu'il écoutait. J'ai vu sa mâchoire se crisper, ses jointures blanchir en serrant sa souris. Il a cliqué sur l'enregistrement de l'appel avec ma mère. Puis, sur un autre fichier. Un appel que j'avais enregistré avec Patrick, où il menaçait nonchalamment de briser ma carrière, si jamais je faisais un pas de travers. Quand Alvarez a enlevé son casque, l'empathie dans ses yeux s'était forgée en un acier dur et froid. Ça change tout, a-t-il dit, sa voix n'étant qu'un grognement sourd. Mais nous devons être intelligents. Un signalement direct par les voies hiérarchiques habituelles sera étouffé. Monroe en entendra parler. Et il l'écrasera avant que ça n'arrive à quelqu'un qui puisse agir. Nous devons contourner la chaîne de commandement. Nous avons besoin d'un élément déclencheur extérieur. Il a décroché son téléphone de bureau, et composé une extension. Ouais, c'est Alvarez. J'ai besoin d'une faveur. Tu peux me retrouver en dehors de la base? C'est important. 1 heure plus tard, j'étais assise dans un coin tranquille, d'un café de Fayetteville, appelé The Daily Grain. Alvarez est entré. Et juste derrière lui, se trouvait l'infirmier du peloton, Tyler. Mon estomac s'est serré. Tyler avait l'air nerveux. Il passait d'un pied sur l'autre, et évitait mon regard. Nous nous sommes assis, et Alvarez est allé droit au but. Tyler, a-t-il commencé. Je sais ce que Monroe fait. Et je sais que tu l'as vu. Tyler a fixé son café tiède. Premier sergent. J'avais peur, a-t-il fini par marmonner, la voix épaissie par la honte. C'est un sous-officier supérieur. J'ai toute ma carrière, ma famille. Je comprends la peur, fiston, a dit Alvarez. Sa voix était ferme, mais pas méchante. Mais il y a un moment où la peur devient de la complicité. La spécialiste Garza fait preuve de courage. La question est, et toi? Tyler a levé les yeux, et son regard a finalement croisé le mien. J'y ai vu le conflit. La peur en guerre contre sa conscience. Il a pris une profonde inspiration. La première fois qu'il t'a blessé, a-t-il dit, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Dans la salle de combat. Le rapport. Il m'a dit de l'enregistrer comme des contusions mineures, suite à un contact accidentel pendant l'entraînement. Il s'est tenu juste au-dessus de mon épaule, pendant que je le tapais. Je savais que c'était un mensonge. Il a regardé Alvarez. Je ne peux plus rester silencieux. Quoi que vous ayez besoin, je témoignerai. Je signerai une déclaration sous serment. J'en ai fini d'avoir peur. Le soulagement qui m'a envahi a été si intense, qu'il m'a presque donné le vertige. C'était la validation que j'attendais depuis des années. Je n'étais pas folle. Tout n'était pas dans ma tête. Quelqu'un d'autre l'avait vu, et était prêt à le dire à voix haute. Une alliance se formait. Alvarez, avec son grade et sa sagesse. Et Tyler, un témoin direct de la dissimulation. Alvarez a hoché la tête, avec un air de sombre satisfaction sur le visage. C'est bien, a-t-il dit à Tyler. Puis il s'est tourné vers moi, son esprit travaillant déjà sur le prochain mouvement.
Voici le plan, a-t-il dit en se penchant en avant. Ça ne peut pas être un problème disciplinaire. Ça doit devenir un problème médical. Vous avez besoin d'un incident médical indéniable, documenté officiellement. Un incident qui se produit devant témoins, et qui est suffisamment grave pour forcer une évaluation immédiate en dehors de la clinique habituelle. Quelque chose qui déclenche un signalement obligatoire à la division des enquêtes criminelles, CID. Il a soutenu mon regard, l'expression mortellement sérieuse. Quand ça arrivera, et seulement à ce moment-là, vous donnerez cette clé USB à la bonne personne. Un officier, un médecin, quelqu'un en dehors de sa sphère d'influence. Laissons le système qui le protège, être la chose même qui le prendra au piège. Il s'est adossé, laissant le poids du plan s'installer. Cette prochaine partie va être dangereuse, Garza. Il va sentir que vous lui échappez, et il va devenir imprudent. Vous devez être prête. J'ai pensé à un film que j'avais regardé lors d'une nuit de solitude. Celui sur Erin Brockovich. Elle n'était pas soldat, mais c'était une combattante. Elle avait été sous-estimée, rejetée. Mais elle n'a jamais, au grand jamais, baissé les bras. Il y avait une réplique de ce film qui m'était restée. J'ai regardé le premier sergent Alvarez. La peur était toujours là, mais ma détermination était plus forte. Je lui ai fait un seul signe de tête ferme. Je suis prête, ai-je dit. Je n'étais plus seulement Ati Garza. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une femme avec un plan, des preuves, et des alliés. J'étais en train de devenir une adversaire redoutable. Humilié et enragé par ma défiance dans l'entrepôt, Patrick a bougé plus vite que je ne l'avais prévu. Il avait soif de contrôle, et le fait d'avoir été défié publiquement l'avait rendu imprudent. 2 jours plus tard, une démonstration de combat obligatoire, de force contre force, a été annoncée. Quand la liste a été affichée, mon nom était tout en haut, en binôme contre lui. C'était son dernier geste arrogant. Une exécution publique, déguisée en exercice d'entraînement. Tout le peloton serait là, pour le regarder me remettre à ma place. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. C'était Alvarez. Garza, vous n'êtes pas obligé de faire ça, a-t-il dit, la voix pressante. Déclarez-vous malade. Je vous couvrirai. C'est trop dangereux. Premier sergent, avec tout mon respect, ai-je répondu, ma propre voix calme et assurée. Il s'attend à ce que je fuis. Il compte là-dessus. Ce n'est plus seulement un piège. C'est une opportunité. J'y vais. Le matin de la démonstration, l'air dans la salle d'entraînement était si lourd de tension, qu'on pouvait la goûter. J'ai vu Alvarez près du fond de la salle. Il a fait un signe de tête discret, presque imperceptible, au PFC Evans. Le jeune soldat qui avait essayé de m'aider auparavant. Evans a subtilement changé de position, se déplaçant derrière une pile de tapis d'entraînement, son téléphone tenu nonchalamment à la main. Le décor était planté. Patrick et moi nous sommes retrouvés au centre du tapis. Il s'est penché tout près, alors que nous prenions nos positions de départ. Sa voix était un sifflement venimeux, destiné à moi seul. Tu voulais des témoins, Garza. Tu les as. Voyons à quel point tu es courageuse, maintenant. Les premiers mouvements étaient dignes d'un manuel. Un blocage, une parade, une prise contrôlée. Il jouait avec moi. Il faisait durer le plaisir pour le public. Je pouvais sentir sa frustration grandir, alors que je parais chaque attaque, mon corps se souvenant de ces années de leçons. Puis, j'ai vu le changement dans ses yeux. La représentation était terminée. Il a bougé, avec une vitesse qui n'était que pure malveillance. Il a feinté vers la gauche, et alors que je m'ajustais, il a levé son genou droit dans un arc vicieux et brutal. Il l'a enfoncé de toute sa force, à l'endroit exact de mon flanc gauche où il m'avait donné un coup de pied auparavant. Un bruit. Un craquement humide et écœurant, a déchiré l'air. C'était plus fort, plus définitif que la dernière fois. Une supernova de douleur a explosé derrière mes yeux. Blanche, incandescente, et absolue. Le monde s'est évanoui. Je tombais. Mais cette fois, ce n'était pas un simple effondrement. Alors que mon corps heurtait le tapis, j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement calme. La douleur physique était immense, un feu rugissant dans ma poitrine. Mais mentalement, j'étais lucide. J'ai entendu un petit grognement de satisfaction venant de lui.
J'ai entendu le halètement collectif des soldats qui regardaient. Et dans mon esprit, une seule pensée froide a fait surface, il a mordu à l'hameçon. Patrick s'est immédiatement lancé dans son vieux scénario, la voix tonitruante d'une fausse inquiétude. C'était juste une collision. Elle a perdu l'équilibre. Que quelqu'un aille chercher l'infirmier. Tyler s'est précipité, trousse de secours à la main. Mais ce n'était plus le même infirmier, hésitant et effrayé qu'avant. Il s'est agenouillé à côté de moi. Ses mouvements étaient efficaces. Mais, quand il a levé les yeux vers Patrick, son regard était comme des éclats de glace. « Monsieur, cela ressemble à une grave blessure aux côtes. »« Peut-être une fracture, » a dit Tyler, sa voix claire et professionnelle portant à travers la salle silencieuse. Conformément au protocole pour un traumatisme thoracique potentiel, je dois la transporter au centre médical de l'armée, pour un bilan complet et des radiographies. Le visage de Patrick s'est assombri. Le contrôle lui échappait. J'ai dit, emmène-la à la clinique, l'infirmier. C'est une ecchymose. Tyler s'est lentement levé, se tenant de toute sa hauteur. Il a regardé Patrick droit dans les yeux. Un subordonné défiant un sous-officier supérieur, devant 2 douzaines de témoins. « Je suis désolé, sergent, a-t-il dit d'une voix inébranlable. Mais en tant qu'infirmier traitant sur les lieux, c'est ma détermination médicale professionnelle. Elle va à l'hôpital. Échec. Patrick a été momentanément stupéfait, réduit au silence. Son visage était un nuage orageux d'incrédulité et de rage. Pour la première fois, son autorité avait été publiquement remise en question, et rejetée par un subordonné. Il avait perdu le contrôle du récit. Pendant qu'on apportait le brancard, j'ai pris dans la paume de ma main, le petit téléphone dans ma poche. Mes doigts, engourdis par la douleur, ont réussi à taper un seul message préétabli à Alvarez. 3 lettres, INB. En route. Le trajet en ambulance vers le centre médical militaire Womack a été un flou de douleur. À notre arrivée aux urgences, le chaos maîtrisé était une distraction bienvenue. Ils m'ont emmené dans une salle de traumatologie, et l'agitation a commencé. Des infirmières, des techniciens, puis une présence calme et pleine d'autorité. Très bien, tout le monde, laissez-moi un peu d'espace. Je m'en occupe. Une femme en blouse chirurgicale, avec les barrettes de capitaine épinglées à son col, s'est avancée. Elle avait la trentaine, avec des yeux vifs et intelligents, et un air de confiance absolue. Elle a regardé mon dossier, puis m'a regardé. « Je suis le lieutenant Clark », a-t-elle dit, d'une voix à la fois gentille et efficace. « Voyons ce que nous avons là, spécialiste. » Juste à ce moment-là, les portes des urgences se sont ouvertes à la volée. Patrick a fait irruption. Avec ma mère, Lisa, sur ses talons, le visage pâle et anxieux. « Je suis le sergent Monroe », a-t-il annoncé, essayant de récupérer son autorité. « Je suis son beau-père. J'ai besoin d'une mise à jour sur son état. » Le lieutenant Clark n'a même pas levé les yeux de son examen. Et je suis son médecin en ce moment. La spécialiste Garza est ma patiente, et mon unique priorité. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente. Écoutez-moi, lieutenant, a grogné Patrick, en faisant un pas en avant. Il essayait d'utiliser son grade, et sa présence, pour l'intimider. C'était un accident d'entraînement, et je dois. Clark a finalement levé les yeux. Le regard qu'elle lui a lancé aurait pu geler le feu. Elle l'a coupé, avec la précision nette et tranchante d'un scalpel de chirurgien. « Sergent », a-t-elle dit, d'une voix dangereusement calme. « Dans cet hôpital, mon autorité médicale est absolue. Votre grade ne signifie rien ici. » Elle a pris un bloc-notes sur le comptoir. Et, d'après le rapport de terrain de l'infirmier, et les contusions visibles sur ma patiente, qui sont incompatibles avec une simple chute. Je suis actuellement en train de remplir le formulaire 4106 du département de l'armée. Elle a laissé planer cette information, l'espace d'un instant. Le visage de Patrick est devenu blanc. Il savait exactement ce qu'était ce formulaire. C'est un signalement de suspicion d'agression, a-t-elle continué, la voix comme de la glace. Conformément au règlement, au moment où je signe ceci, la police militaire, et le CID seront informés. Elle a fait cliquer son stylo. Échec et mat. À ce moment-là, en regardant le sang quitter le visage de Patrick Monroe, alors que tout son monde commençait à s'écrouler autour de lui, la douleur physique dans mes côtes a semblé disparaître. Elle a été remplacée par autre chose.
Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. C'était le sentiment de la victoire. Les suites de la confrontation aux urgences ont été rapides et décisives. Comme le lieutenant Clark l'avait promis, au moment où elle a déposé son rapport, le monde a changé. Mon cas n'était plus une affaire privée. C'est devenu une enquête officielle. Le lendemain matin, 2 agents spéciaux du CID sont venus dans ma chambre d'hôpital. L'agent principal était un homme nommé Daniel Ruiz. Un professionnel calme et méthodique, en civil, dont le comportement tranquille cachait une concentration acérée. Le lieutenant Clark, agissant maintenant comme mon défenseur médical, était présente pendant tout l'entretien. Avec le bip régulier du moniteur cardiaque comme métronome, je leur ai tout raconté. J'ai exposé les 16 années d'abus. Pas avec des larmes ou de la colère. Mais avec la précision froide et dure d'un soldat faisant un compte rendu de mission. Quand j'ai eu terminé, j'ai tendu à l'agent Ruiz la clé USB noire. Il l'a branchée sur son ordinateur portable, là, dans la chambre d'hôpital. J'ai observé son visage, pendant qu'il examinait les fichiers. Les horodatages sur les SMS nocturnes. Le fichier audio des menaces de Patrick. La vidéo que le PFC Evans avait prise de l'agression finale. Il est resté silencieux pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Finalement, il a fermé l'ordinateur, a retiré la clé, et l'a placée soigneusement dans un sac de preuves. Il a levé les yeux, et son regard a directement croisé le mien. « Spécialiste Garza », a-t-il dit d'une voix égale et directe. « Je vous crois. » 3 mots simples. Mais pour moi, c'était la pluie, après une vie de sécheresse. Être entendu, être vu, être cru par quelqu'un occupant une position d'autorité. C'était une validation si profonde, qu'elle m'a laissé sans souffle. C'était le moment où le sol s'est enfin solidifié sous mes pieds. Mais la bataille était loin d'être terminée. Alors que l'enquête officielle s'intensifiait, l'enquête officieuse de Patrick a commencé. Il ne pouvait pas arrêter le CID, alors il a essayé d'empoisonner le puits. Une campagne de dénigrement, insidieuse et laide, a commencé à se répandre sur la base. Le récit était savamment élaboré, pour me dépeindre comme la méchante. Les murmures me suivaient dans les couloirs. Elle est instable, et cherche à attirer l'attention. Elle lui a tendu un piège pour avancer dans sa carrière. C'était juste un exercice d'entraînement difficile. Elle est trop sensible. Les soldats qui avaient l'habitude de me saluer avec un signe de tête amical, détournaient maintenant le regard. L'isolement était une douleur d'un genre unique. Un matin, je me suis réveillé pour trouver le mot menteuse, griffonné au marqueur noir sur la porte de ma chambre de caserne. La douleur physique dans mes côtes n'était rien, comparée à la douleur aiguë et poignardante de cette humiliation publique. C'était comme si le monde entier prenait son parti. Tout comme ma mère l'avait toujours fait. J'étais assise sur mon lit, fixant ce mot haineux, quand mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Maya Clark. Hattie, quand un système corrompu ne peut pas attaquer ton histoire, il attaque ton personnage. Le fait qu'il se batte de manière aussi déloyale, signifie que tu es en train de gagner. Reste forte. Ces mots étaient une bouée de sauvetage. J'ai pris une photo de la porte pour l'épreuve. Et ensuite, j'ai frotté le mot, jusqu'à m'en écorcher les jointures. Ils pouvaient m'attaquer, mais je ne laisserai pas leurs étiquettes me coller à la peau. L'audience préliminaire, l'article 32, a eu lieu un mois plus tard. Dans une salle d'audience impersonnelle et stérile, sur la base. C'est là que j'ai vu ma mère, pour la première fois depuis l'hôpital. Elle était appelée comme témoin de moralité pour Patrick. Elle s'est dirigée vers la barre. Le visage pâle, évitant mon regard. Au début, elle a récité les lignes qui lui avaient clairement soufflé. Elle a répété l'histoire de l'accident d'entraînement. Le dépeignant comme un leader dévoué, dur mais juste. Mais sous les questions incisives et implacables de mon avocate commise d'office, une brillante capitaine du JAG nommée Rachel Kim, l'histoire de ma mère a commencé à s'effriter. Le capitaine Kim n'a pas élevé la voix. Elle a simplement présenté les faits. Puis, elle a sorti un dossier de preuves. Madame Monroe, a dit le capitaine Kim, d'une voix douce mais ferme. J'aimerais vous montrer une photographie. Elle a placé une photo 20x25 sur le projecteur. C'était une photo de moi, le jour de mes 16 ans. Celle que ma mère avait prise. Je me tenais maladroitement, dans cette tenue rigide de style militaire qu'elle m'avait achetée. Les yeux creux et tristes,
le fantôme d'un sourire forcé sur les lèvres. « Vous souvenez-vous de ce jour, Madame Monroe ?» a demandé le capitaine Kim. « Les 16 ans de votre fille. » Elle avait économisé son propre argent pour une robe de bal. Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à cette robe? Ma mère a fixé l'image de sa fille, triste et brisée, projetée sur l'écran. Son calme soigneusement construit, a commencé à se fissurer. Ses mains tremblaient. Madame Monroe, a insisté doucement le capitaine Kim. Est-ce à cela que ressemble l'amour d'une mère? C'était tout. C'était la question qui l'a brisée. Un sanglot étranglé a franchi les lèvres de ma mère. Elle a regardé la photo, puis m'a regardé. Ses yeux rencontrant enfin les miens, à travers la salle d'audience. Et j'ai vu 16 ans de peur, de regret et de honte, percer enfin à la surface. Elle s'est effondrée à la barre des témoins. Le visage dans les mains, le corps secoué par des sanglots déchirants. Non, non, a-t-elle pleuré, la voix étouffée et brisée. Il contrôlait tout. Il m'a dit qu'il nous ruinerait toutes les deux, que nous n'aurions plus rien. J'avais tellement peur. Ses yeux rougis et implorants ont de nouveau trouvé les miens. Je suis désolé, a-t-il. Oh, mon Dieu. Je suis tellement désolé. Maman est tellement désolée. Ses aveux, bruts et déchirants, ont aspiré tout l'air de la pièce. C'était la démolition complète et totale, du mur de mensonges que Patrick avait construit autour de notre famille, pendant près de 2 décennies. Après la conclusion de l'audience, où l'officier enquêteur a recommandé une cour martiale complète, ma mère m'a attendu à l'extérieur de la salle d'audience. Son visage était strié de larmes. Ses yeux étaient gonflés. A-t-elle commencé, la voix tremblante. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? Peut-être que nous pouvons recommencer à zéro. J'ai regardé la femme qui m'avait donné la vie. La colère que j'avais gardée pendant si longtemps avait disparu, remplacée par une tristesse immense et vide. Elle était une victime, elle aussi, à sa manière. Mais cela n'effaçait pas les choix qu'elle avait faits. Madame Monroe, ai-je dit. La formulation créant une distance soudaine et nécessaire entre nous. Son visage a tressailli, comme si je l'avais giflé. Je vous pardonne, ai-je continué, les mots me semblant étranges et nouveaux sur la langue. Je vous pardonne. Pas pour vous, mais pour moi. Je ne peux plus porter cette colère. Une lueur d'espoir a brillé dans ses yeux. Mais j'ai ajouté, la voix douce mais absolue, je ne peux pas vous laisser revenir dans ma vie. Ma limite commence ici, aujourd'hui. Pour la première fois de ma vie, c'était moi qui fermais la porte. Je me suis retourné et je suis parti, la laissant là avec ses excuses trop tardives. C'était le pas le plus douloureux, et le plus puissant, que j'ai jamais fait. J'étais enfin en train de me guérir. La cour martiale a été une affaire tendue et épuisante. L'avocat de la défense de Patrick était habile et agressif. Il dressait le portrait d'une soldate mécontente et vindicative, avec une vendetta personnelle. Il déformait mon dévouement en obsession, ma douleur en instabilité. Pendant 3 jours, je suis resté assise là, comme une statue de calme, tandis qu'il essayait de démanteler ma réputation, pièce par pièce. Mais la diffamation ne fait pas le poids, face à des faits irréfutables. Les preuves présentées par le capitaine Kim étaient une forteresse. La vidéo de téléphone portable, tremblante mais claire, de l'agression finale filmée par le PFC Evans, a été diffusée sur un grand écran. Le craquement nauséabond de mes côtes résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Le lieutenant Maya Clark et d'autres experts médicaux ont témoigné avec une précision clinique froide sur la nature de mes blessures. Le témoignage larmoyant de ma mère, lors de l'audience de l'article 32, a été lu pour le procès-verbal. Mais le dernier clou dans son cercueil a été sa propre voix. Lorsque le capitaine Kim a diffusé le fichier audio de ma clé USB, la salle d'audience a plongé dans un silence absolu. La voix de Patrick, froide, arrogante et dégoulinante de menaces, a rempli l'espace. Je vais briser ta carrière. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Un aveu indéniable de ses intentions. Il ne pouvait pas nier sa propre voix. Il ne pouvait pas échapper à ses propres mots. Il était pris dans la toile qu'il avait lui-même tissée. Le jury d'officiers a délibéré pendant ce qui a semblé être une éternité. J'étais assise à la table de la défense, les mains fermement jointes sur mes genoux, la main de Maya posée de manière rassurante sur mon épaule. Le temps semblait s'étirer et se déformer.
Chaque tic-tac de l'horloge était un coup de marteau sur mes nerfs. Finalement, les membres du jury sont revenus dans la salle, leurs visages sombres et indéchiffrables. « Veuillez vous lever », a ordonné l'huissier. Nous nous sommes levés. Le chef du jury, un colonel au visage sévère, s'est raclé la gorge et a regardé directement Patrick. « Sergent Patrick Monroe », a-t-il commencé, la voix dépourvue d'émotion. « Sur le chef d'accusation d'agression, ce jury vous déclare coupable. Sur le chef d'accusation d'entrave à la justice, ce jury vous déclare coupable. » Une seule expiration collective a semblé traverser la pièce. J'ai senti la main de Maya presser mon épaule. Mais je suis resté parfaitement immobile, les yeux fixés sur Patrick. Son visage, autrefois un masque d'autorité arrogante, s'était effondré, affichant une expression pâteuse, la mâchoire pendante d'incrédulité. La sentence a été prononcée quelques instants plus tard. Un renvoi de l'armée pour indignité. La confiscation de toutes ses soldes et indemnités. Sa retraite, son héritage, tout ce qu'il avait construit, effacé. Et un emprisonnement au quartier disciplinaire des États-Unis, à Fort Leavenworth, pour une durée de 8 ans. 2 officiers de la police militaire se sont avancés vers lui. Le clic métallique de la première menotte se refermant autour de son poignet, a sonné vif et définitif, dans la pièce silencieuse. Je m'attendais à ressentir une vague de triomphe, de victoire. Mais je n'ai rien ressenti. Juste un vide immense. Ce n'était pas une célébration. C'était juste la fin. Un chapitre long, sombre et douloureux de ma vie, était enfin terminé. Alors qu'il l'emmenait, ses yeux ont trouvé les miens une dernière fois. L'autorité avait disparu. Le pouvoir avait disparu. Tout ce qui restait, c'était la haine impuissante et venimeuse d'un homme vaincu. J'ai soutenu son regard, et je ne lui ai rien donné. Pas de colère, pas de peur, pas de satisfaction. Rien. Et je pense que, pour lui, ça a été la pire des punitions. Les ondes de choc du verdict se sont propagées loin à la ronde. L'affaire est devenue un catalyseur de changement. L'histoire, publiée dans un article détaillé du Army Times, a encouragé des dizaines d'autres soldats, hommes et femmes, à se manifester, pour raconter leurs propres histoires d'abus, cachées sous le couvert d'un entraînement à la dure. Dans les 6 mois qui ont suivi, le département de l'armée a publié ce qui est devenu officieusement connu sous le nom de Directive Garza. Un nouvel ensemble de règlements, exigeant l'enregistrement vidéo de toutes les sessions d'entraînement physique à haut risque, et l'établissement d'une ligne d'assistance indépendante et confidentielle. Permettant au personnel médical de signaler les soupçons d'abus de pouvoir par des supérieurs, en contournant complètement la chaîne de commandement normale. Mon héritage n'était pas la vengeance. C'était la réforme. C'était un bouclier, pour ceux qui viendraient après moi. 1 an plus tard, je me tenais sur le terrain de parade principal de Fort Liberty. Le soleil de Caroline du Nord était chaud sur mon visage. J'étais en uniforme de cérémonie, en formation. Mais cette fois, je n'étais pas une victime. J'étais la personne mise à l'honneur. Quand mon nom a été appelé, je me suis avancé. Le premier sergent Alvarez a épinglé la médaille de recommandation de l'armée sur ma poitrine, pour acte de courage et de service. Il s'est penché, et a murmuré d'une voix fière, que seul moi pouvais entendre, « Ton père serait tellement fier de toi, Hattie. » Une larme, que je n'ai pas essayé de retenir, a coulé sur ma joue. Après la cérémonie, j'ai trouvé un banc tranquille surplombant le terrain. J'ai sorti un nouveau journal intime, relié en cuir. Pendant des années, ma vie avait été une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Maintenant, c'était à mon tour de tenir le stylo. Inspiré par des femmes comme Michelle Obama, qui avaient transformé leur parcours personnel en message universel de force, j'avais commencé à écrire. Non pas pour m'attarder sur le passé, mais pour définir mon avenir. J'avais pris une décision. Je restais dans l'armée, mais je changeais de voie. J'avais été accepté dans un programme pour me reconvertir en tant que spécialiste en santé comportementale. J'allais devenir conseillère. Un système de soutien pour les soldats, aux prises avec les blessures invisibles du service. Patrick Monroe avait essayé de me briser, pour me façonner comme un outil au service de son propre ego. Au lieu de cela, il m'avait forgé pour devenir une arme de guérison. Il m'avait aidé, par inadvertance, à trouver le véritable but de ma vie. J'ai pris une grande et lente inspiration, remplissant mes poumons de l'air pur et parfumé au pin de la Caroline du Nord. Il n'avait jamais eu un goût aussi doux. Pour la première fois,
Le silence autour de moi n'était ni vide, ni menaçant. Il était paisible. Il était plein de possibilités. Il était à moi. J'avais survécu à la longue et sombre nuit. Et debout ici, sous le ciel clair et ouvert, je savais avec chaque fibre de mon être, que je créais enfin ma propre aurore. Mon histoire est terminée, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, la vôtre est toujours en train de s'écrire. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui essaient de vous rabaisser. Elle se forge dans les moments où vous choisissez de vous lever, de parler, et de tracer vos propres limites. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, pensez à vous abonner. Cette chaîne est un espace pour des histoires comme les nôtres. Des histoires de survie, de résilience, et de l'incroyable pouvoir de se réapproprier son propre récit. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, vous êtes l'auteur de votre prochain chapitre.